Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 232e. On est à la fin du mois de novembre, il fait pas très chaud. Voilà. Avec notre camarade Pechecho à la régie, notre camarade Jean Minero, dit, tenez-vous bien, le hussard noir. Mais tu viens de balancer mon nom. Et pas... non, mais j'ai commencé à prendre l'habitude, quoi, voilà. Ouais, et les vieux, quand ils ont des habitudes, hein, pour leur faire changer d'habitude, c'est difficile. Hein. Non, mais bon, notre gens aiment hussard noir de la République. Maintenant, je dirais plus Jean, je dirais le hussard noir. Et ma pomme, voilà, Roro la mère lâche, pour une émission consacrée à un voyage au Mexique. Enfin, c'est notre Jean qui le dit. Alors s'il le dit, hein, il faut y croire, il faut pas se... Bon, vous avez venez d'entendre Noir Désir, hein, je vous le rappelle pour ceux qui s'adonnent des boutons. C'est Bertrand Cantat qui chantait. Un grand gaillard, un peu nerveux quand même, hein, qui fait des choses pas très jolies, mais enfin bon, il a purgé sa peine, on va pas l'emmerder toute sa vie avec ses fautes passées. Un peu de miséricorde pour les pécheurs. Et T'aurais des choses à te... Ah, moi j'en ai plein. Aurais-tu des choses à te faire pardonner? Oh oui, mon Jean, pire que... Enfin bon, je vais pas dire... Mais pas de cet ordre-là. Non, pas vraiment. Hein? Non, moi les femmes, je les respecte infiniment, un peu trop même, peut-être, je sais pas. C'est comme notre Jean, quoi, enfin bon, on va pas vous raconter nos dits ce matin. Déjà qu'on a des tendances. Oui, qu'on a des tendances. Et remarquez, ça pourrait faire du bien à quelques-uns, peut-être. Ils se diraient, on n'est pas tout seul. Il ne faut pas désespérer les imbéciles. Voilà. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. C'était notre camarade des proches. Notre camarade des proches. Ça, me fait marrer. Elle est très belle. Elle est très belle. Ouais.
Bonjour, c'était Mano Solo qui interprétait les habitants du Feu Rouge. Oui, les habitants du Feu Rouge, parce que d'abord, il y en a de plus en plus. Et les habitants du Feu Rouge, ils ont l'habitude aussi de fréquenter le secours populaire, de fréquenter le secours catholique, de fréquenter les banques alimentaires, de fréquenter les restos du cœur, qui cette année vont dépasser probablement le million. Vous entendez bien, le million, mais c'est pas le million c'est pas l'émission bien connue de la télévision, le million, non, c'est le million de gens qui vont aller faire... Bénéficier, quoi, et bénéficier des restos du cœur, quoi. Voilà, d'ailleurs, je sais pas si c'est ou les paysans qui demandent une défiscalisation des dons, parce que vous savez que les paysans, au lieu de foutre leur surplus dans les décharges, comme ils en avaient l'habitude, ils commencent à les donner justement à tous ces organismes qui s'occupent d'alimenter les pauvres. Voilà. Alors s'il faut quand même en être là, il faut tirer la sonnette d'alarme auprès des services fiscaux pour leur dire qu'ils pourraient bien, en quelque sorte, participer à l'effort national, parce que déjà que l'État se défausse de tout, de plus en plus, de ses tâches régaliennes comme de nourrir ses citoyens, si en plus il faut payer des impôts là-dessus, sur les dons que tu fais, voilà, bref. Donc c'est un petit peu ça revient tous les ans, hein, comme les hirondelles au printemps ou les cigognes en Alsace, quoi. C'est l'hiver, on parle évidemment de la misère un peu plus parce qu'elle est plus présente évidemment. L'été, peut-être qu'on peut plus se serrer la ceinture, c'est plus facile de se balader avec le ventre vide que l'hiver. Oui, alors donc, je voulais un peu rappeler à nos camarades confortablement installés dans leur HLM, non, je déconne, enfin aux gens qui sont sans problème de ce côté-là, il y en a, parce qu'ils disent en même temps, ces organismes caritatifs, qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires de leur espèce de choses, je sais pas comment on appelait ça, leur service, quoi, qui sont des gens qui viennent de l'enseignement supérieur, enfin qui ont des diplômes universitaires, de plus en plus qui ont des diplômes du secondaire. C'est pas avec des analphabètes qui vont faire toc toc à la porte des restos du cœur. Il y a vraiment un panel de plus en plus important qui couvre de plus en plus largement un éventail de citoyens de toutes conditions, de tout milieu. Voilà. Et évidemment, les grosses légions, les gros bataillons, ce sont ceux qui ont moins de 600 euros pour vivre par mois, c'est-à-dire ceux qui bénéficient des minimums sociaux, des minima sociaux, comme on dit, et puis ceux qui ont moins de 900 euros aussi par mois, voilà le seuil de pauvreté. C'est les gros bataillons, avec évidemment, comme le faisait remarquer notre camarade Jean, qui suit ça de très près lui aussi, comme nous tous, que évidemment ce sont les femmes. Il a remarqué qu'il y avait de plus en plus de femmes qui faisaient la queue devant les cantines itinérantes, dans les choses comme ça, de femmes avec des enfants. Et bien sûr, il y a de plus en plus d'enfants aussi qui la sautent. Voilà, c'est très réjouissant dans un des pays les plus riches du monde. Je le rappelle quand même que c'est la 5e puissance économique mondiale. Voilà. Et on se pose aussi une question qui semble pas être vraiment la préoccupation de nos élites, c'est que voilà, qu'un pays comme le nôtre, pourquoi l'État est complètement désengagé de cette lutte contre la misère? S'il n'y avait pas ces associations caritatives, on se demande que feraient ces gens-là. Heureusement qu'il y a des associations, qu'il y a des bénévoles en France, parce que je pense que tout exploserait autrement, il me semble, quoi, parce que c'est quand même des millions de gens. Enfin, c'est pas simplement quelques clodos comme il y en avait dans mon enfance. Il y avait une soupe populaire là qui était le boulevard de l'hôpital, je me souviens, quand on y passait, là c'était voilà, mais c'était quoi, quelques dizaines de gens. Là on est dans les millions, là, c'est autre chose quand même. Et l'État apparemment ça le bouleverse pas, hein. Il compte là-dessus, il compte sur la générosité, il compte parce que des gens qui font vraiment un boulot énorme. Puis Kekou me racontait qu'à Montreuil, il y avait un de ses copains qui était ingénieur informatique, je sais pas, quelque chose comme ça, qui avait pendant 1 an, qui avait refait tout le système informatique d'une association caritative comme ça de Montreuil, des Restos du Cœur, voilà. Il avait tout remis à plat pendant 1 an, vous voyez. S'il n'y avait pas des gens comme ça qui se consacraient bénévolement à des tâches semblables, là il était chôme-nu, hein, il n'avait pas de boulot. Mais un ingénieur en informatique sans boulot, ça donne déjà le ton de ce qui se passe dans ce pays, quoi. Voilà.
Alors bon, c'est un petit peu un crachat dans un verre d'eau, puisque tout le monde s'en bat les couilles, si on peut parler comme ça, et on en prend la responsabilité de nous exprimer de cette manière. Voilà, on en a marre des gens qui prennent des précautions de langage pour nous noyer sous un fatras de considérations qui font rien avancer, qui laissent tout en l'état. On est là dans ce pays, et c'est pas nouveau, hein, ça a commencé dans les années 70 avec Giscard qui était au pouvoir, qui se gobergeait au pouvoir. Là, ça a commencé les files d'attente devant les ANPE, et la misère a commencé à s'installer peu à peu. Et donc ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, 25 ans, je ne sais plus combien, qu'on est dans ce système. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous rappeler ce matin pour vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée. Bon. Avant d'en venir au livre de la semaine, si tu n'y vois pas d'inconvénient, mon camarade, je voudrais commencer par une blague carambar. Oh oui, ça nous fera du bien. Hein, ça détendra un peu l'atmosphère. À ton avis, pour un ver de terre, que représente une assiette de spaghettis? La concurrence, c'est encore... Oui. Non. Non, mais je vois que tu as l'esprit bien tourné, enfin mieux tourné que je ne le pensais en fait. Non, mais une orgie, Robert. Ah bah oui. Ouais. Voilà. Et cette blague, parce que ce matin, je vais vous parler un peu des communautés. La semaine... Non. Une émission sérieuse. Oui. Hein. La semaine dernière, j'avais choisi un livre spécialement pour toi, tu te rappelles, hein, L'amour d'un être mortel de Georges Bataille. Et cette semaine, c'est pour ma camarluchette Piquécou, ici présente en régie. Hein. C'est un peu notre Frida Kahlo. Il faut le dire, on va beaucoup parler de Frida Kahlo aujourd'hui. Elle est moins handicapée, mais bon. Elle est moins handicapée, oui. On sent... t'as failli dire malheureusement. Non. Un petit peu plus, ça prend plus mal. Oh, dis donc. Oh, le culot. Bon, tu vois, elle rêve de grandes communautés à la fois, je dirais, festives et studieuses. Hein. Bon, en ce qui me concerne, je considère que ça comme une utopie parfaite, hein, mais bon... Il y a quand même ici ou là certaines et certains qui ont fait la preuve que ça pouvait marcher au moins un petit bout de temps, on va dire. Hein. Ouais. Et ben ce livre de la semaine, c'est Zomia ou l'art de ne pas être gouverné. L'auteur, c'est James C. Scott. Hein. Depuis 2000 ans, en fait, les communautés montagneuses d'une vaste région d'Asie du Sud-Est, hein, qui regroupe plusieurs pays carrément, hein, refusent obstinément leur intégration à l'État. Zomia, c'est le nom de cette zone d'insoumission, on va définir ça comme ça, hein, qui n'apparaît sur aucune carte, hein, où les fugitifs, j'ai le chiffre d'environ 100 millions de personnes, ça paraît hallucinant, mais je l'ai vu, il a été confirmé plusieurs fois, donc il n'y a pas de raison de remettre ça en doute. Hein. Se sont réfugiés en fait pour échapper au contrôle des gouvernements des plaines. Alors traités comme des barbares par les États qui cherchaient évidemment à les soumettre, ces peuples nomades ont mis en place des stratégies de résistance parfois surprenantes pour échapper à l'État, qui est pour eux synonyme de travail forcé, d'impôts, de conscription. Privilégiant des modèles politiques d'auto-organisation comme alternative on va dire, au léviathan étatique, certains sont allés jusqu'à choisir d'abandonner l'écriture pour éviter la consignation, synonyme d'appropriation de leur mémoire et de leur identité. Alors l'auteur nous propose ici une étonnante contre-histoire de la modernité, car Zomia met au défi les délimitations géographiques traditionnelles et les évidences politiques, et pose également des questions essentielles. Que signifie le mot civilisation, ou la civilisation, que peut-on apprendre des peuples qui ont voulu y échapper? Quelle est la nature des relations entre États, territoires, populations, frontières? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la disparition de la rebelle Zomia apparaît inéluctable, Robert. Mais son histoire nous rappelle que civilisation peut être synonyme d'oppression, c'est pas toi qui vas me contredire, non, pas seulement. Et que le sens de l'histoire n'est pas aussi univoque qu'on le croit. Voilà. Alors l'éditeur de ce livre, Zomia ou l'art de ne pas être gouverné, c'est Le Seuil, dans la collection Sciences humaines. Et il y a aussi un truc très intéressant sur Internet, l'adresse est un peu longue, je vais quand même vous la donner, c'est quelqu'un qui a fait en fait un voyage dans cette zone Zomia entre 2010 et 2012, donc il a un blog en fait sur lequel il a fait un reportage assez documenté. L'adresse c'est http://
/ les 3 W points, article 11 en chiffres, hein, point info / point d'interrogation la-montagne contre L-État. Voilà, mais on mettra un lien, bien sûr, ce sera plus simple sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.fr. Voilà. Ouais, magnifique, alors ça c'est... Super! Il faut vraiment l'acheter, ce que je vais faire d'ailleurs. À moins que je le choure à Jean, parce qu'il y a toujours des bouquins qui traînent chez lui, dans ses poches partout. Ah non, c'est super. Là, je sais plus où les mettre, alors je les mets chez Robert. Oh, j'ai une bibliothèque, vous verriez ça, j'en suis toute fière. Enfin bon, non, c'est vraiment... j'étais vraiment... Comme d'habitude, je tombe sur le cul, parce que je connaissais absolument pas ce... Oh, Piquet-Cou doit connaître. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Pourquoi tu fais cette petite bouche pincée, Piquet-Cou? Tu devrais être contente, au contraire, parce qu'il y a la maire de Montreuil là, qui se représente pas aux élections. Oui, je sais. Bon, ceci dit, cette communauté, c'est pas une communauté telle que la rêve Piquet-Cou. Hein. La plupart des peuples, là, ils n'ont aucun lien entre eux. Ils sont juste unis par un même refus de se soumettre. C'est tout. Hein. Oui, puis avec des modes de vie, justement, il y a une peuplade, là, c'est par les Tongs, un nom comme ça, là, les Monks, je pense que c'est les Monks, oui, qui vivent dans le sud-est asiatique, et les frontières, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, tout ça dans les montagnes. Oui, ben voilà, c'est dans cette région-là. Voilà. Qui ont des mœurs très libres, etc. Quoi. Ouais. Non, mais que ça ait pu fonctionner avec autant de personnes, c'est ça qui est ouais, 100 millions, ça fait quand même... Ah vache, c'est pas mal. Il faut et puis voir le reportage aussi. 100 millions de rebelles, c'est pas une note d'espoir, ça. Ah si, à bon la civilisation. Voilà, depuis 5 ans, les Amis de la Terre, en partenariat avec Peuple Solidaire, Action Aide France et le Centre de recherche et d'information pour le développement, décernent des prix Pinocchio aux entreprises qui empapaoutent le plus le public, qui lavent plus vert que vert, qui ont la langue de bois la mieux pendue. Les internautes sont invités à voter pour exprimer leur choix. Cette année, les entreprises nommées sont Veolia, Areva et Auchan. Dans la catégorie Une pour tous, tout pour moi, c'est Veolia qui a obtenu le premier prix de cette catégorie, décerné à l'entreprise ayant mené la politique la plus agressive en termes d'appropriation, de surexploitation ou de destruction des ressources naturelles. Veolia est visée pour son implication dans des projets de privatisation de l'eau en Inde. Alors que la multinationale se présente en héros, apportant l'eau aux pauvres, sur le terrain, les échos sont bien différents. Augmentation des tarifs, opacité des contrats de partenariat public-privé, retard des travaux, conflit avec les villageois et les élus locaux. Dans la catégorie plus vert que vert, Areva a remporté le prix Pinocchio qui concerne l'entreprise ayant mené la campagne de communication la plus abusive et trompeuse au regard de ses activités réelles. En cause, son musée Eureka, à la gloire des mines d'uranium dans le Limousin. Entrer dans l'aventure de l'uranium, propose ainsi Areva, sans aucun complexe par rapport aux graves impacts sociaux et environnementaux que continuent d'avoir ces mines d'extraction d'uranium dans le monde entier, notamment au Niger et peut-être bientôt sur le territoire des Inuits. Dans la catégorie main sale poche pleine, le prix a été décerné à Auchan pour l'entreprise ayant mené la politique la plus opaque au niveau financier, en termes de lobbying ou dans sa chaîne d'approvisionnement. L'entreprise française refuse de reconnaître sa responsabilité et de participer à l'indemnisation des victimes de l'effondrement des usines textiles du Rana Plaza au Bangladesh, alors que des étiquettes de ses vêtements ont été retrouvées dans les décombres de cet accident qui a fait 1133 morts et encore plus de blessés, essentiellement des femmes. Voyons. Dénonçant de nombreuses violations des droits et des peuples de l'environnement, les prix Pinocchio gagnent en importance depuis leur création en 2008 et contribuent ainsi à faire pression sur les entreprises pour qu'elles changent leurs pratiques. Là, j'ai encore quand même quelques doutes. Oui. Ouais, mais le prix Pinocchio, c'est pas mal. C'est sympa. La famille Muliez qui a fondé Auchan et qui en possède les plus grandes parts, ils sont tous basés en Belgique. Ouais. Pour éviter d'avoir à participer à la solidarité nationale. Je pensais qu'ils étaient à Roubaix, moi, mais non.
Ah, non, ils sont juste de l'autre côté de la frontière, tu rigoles. Tu rigoles, ils sont tout près, mais ils sont juste de l'autre côté de la frontière. Mais c'est eux justement qui étaient dans ce que je racontais l'autre fois sur le décathlon Oxylane, là, à Saint-Jean-de-Bresse, c'est la famille Muliez. Ouais. Non, c'est comment il s'appelle ce village, juste de l'autre côté de la frontière, c'est là où dans la banlieue de... C'est là où il y avait, où Depardieu soi-disant a acheté une maison, c'est vrai. Oui, il est bien connu, mais moi, je me souviens pas les noms belges, hein, c'est difficile à prononcer. Hein. Non, pour un Lorrain, tu veux dire? Oui. Voilà, non, mais c'est dégueulasse. Enfin, il vaut mieux que vous restiez sur ce que nous a raconté Jean. Hein, ça nous donne ça nous ramène un peu de soleil dans la tête, parce que là, merci, hein, Piquet, merci. La Chine, produire à Colombo, programmer les machines, amortir les robots, liquider l'air liquide, contrôler Santa Fe, faire chuter l'arachide et les cours du café. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, importer du pétrole, courir le marathon, anticiper la crise, cravacher, gagner pour l'entreprise et le pain brioché. Oh, rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché. C'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Yeah. Flip, 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 zout, flic, flic, flip, 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 doubler Dallas, dépasser Chicago, occuper tout l'espace, contourner l'embargo, court-circuiter Madrid, investir dans l'acier, faire monter l'arachide et la pâte à papier. Faut des boîtes de sardines, faut des frites en sachet, activer les turbines, compresser les déchets, éliminer l'angoisse, dégraisser, exporter les carcasses et du lait condensé. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché. C'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Yeah. Flip, 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 tibap, flip, 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 tibap, zout, fric, fric, flip, 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 tibap, flip, 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 tibap. La Chine, produire à Colombo, programmer les machines, amortir les robots. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, attendrir les vaches folles et cloner les moutons. Oh, rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, dopez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché. C'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Yeah. Flip, 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 tibap, flip, 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 tibap, zout, fric, fric, flip, 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 tibap, flip, 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 tibap, flip, 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 tibap, flip, 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 tibap. C'était Gilbert Lafaille qui interprétait La faute à personne. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Oui, avec un très bon accordéoniste. Je ne sais pas si vous avez ressenti cette émotion devant le piano à bretelles. C'est un morceau de son dernier album, en fait, La faute à personne. Tu connais pas son accordéoniste, non? C'est dommage. Bon, c'était donc Gilbert Lafaille, qu'on espère un jour voir ici, si le réseau de notre camarade Piquet-Cou est vraiment efficace. Oui, elle nous l'a prouvé qu'il l'était. Hein. Ouais, il était. On a quand même reçu Gérard Garbous. Enfin, ouais, c'est lui qui nous a reçus. C'est lui qui nous a reçus. Qui avait même failli pas nous recevoir. Enfin bon.
On ne développera pas ce matin. Non, pas ce matin. Non. Bon, voilà. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Il vous un peu pincharde ce matin. À Racaille, avec Pechoichou à la régie, et celle qui manie les petits potards, et puis qui choisit la partition, les parties musicales, et puis qui parle sur des textes de Jean, et les siens aussi d'ailleurs, qui va vous causer bientôt d'un texte de Jean sur Frida Kahlo, je répète, sur Radio Libertaire, que ceux qui viennent de se réveiller. Voilà, un extrait que Jean a écrit et qui va vous commenter tout de suite, et que notre camarade Pico après va reprendre de sa voix de... Voilà, je pense que tout le monde est perdu là. Merci Robert. Mais courage, hein, vous allez vous y retrouver. Frida Kahlo, par Frida Kahlo, ce sont des lettres en fait qui ont été écrites entre 1922 et 1954. Muse tragique, on va dire, et figure essentielle du surréalisme mexicain. Hein. Frida Kahlo n'a pas fait que peindre, Robert. Elle a aussi beaucoup écrit. Sa figure est d'ailleurs en train de dépasser, tu as remarqué, sa peinture, hein, largement l'audience de sa peinture, on va dire. Hein. C'est vraiment un personnage, quoi, pour moi, en tout cas, oui. Plus qu'un peintre aujourd'hui. Ouais, mais un personnage magnifique. Hein. Oui, magnifique. Elle a beaucoup écrit. Hein. À celles et ceux qu'elle aima, et ils furent nombreux, on va dire, à connaître cette chance, hein, tant elle fut une amoureuse passionnée, Robert. Ouais. Hein. Comme à ses camarades de combat, hein, et elle en a eu aussi de nombreux, tendres mais aussi rageuses, hein, fidèles mais également libres d'une franchise déroutante et d'une ironie mordante. Les lettres de Frida sont à la fois des confidences chuchotées, hein, et des impressions sans concession. Mais écoutons plutôt Piquet-Coup. Ah ouais. Au photographe Nicolas Muret sur les artistes parisiens. Je t'écris depuis mon lit de l'hôpital américain. Maintenant, je vais mieux, et lundi prochain, je serai sortie de cet hôpital pourri. En plus de cette maudite maladie, je n'ai vraiment pas eu de chance depuis que je suis ici. Quand je suis arrivée, les tableaux étaient encore à la douane, parce que ce fils de pute de Breton n'avait pas pris la peine de les en sortir. J'ai dû attendre des jours et des jours comme une idiote, jusqu'à ce que je fasse la connaissance de Marcel Duchamp, le seul qui ait les pieds sur terre parmi ce tas de fils de pute lunatiques et tarés que sont les surréalistes. Tu n'as pas idée du genre de salauds que ce sont ces gens. Ils me donnent envie de vomir. Je ne peux plus supporter ces maudits intellectuels de mes deux. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Je préférerais m'asseoir par terre pour vendre des tortillas au marché de Toluca plutôt que de devoir m'associer à ces putains d'artistes parisiens. Ils passent des heures à réchauffer leurs précieuses fesses aux tables des cafés, parlent sans discontinuer de la culture, de l'art, de la révolution, et ainsi de suite, en se prenant pour les dieux du monde, en rêvant de choses plus absurdes les unes que les autres, et en infectant l'atmosphère avec des théories, et encore des théories qui ne deviennent jamais réalité. Bravo Frida, je suis tout à fait derrière toi. Tu reprendrais pas, toi, les mêmes mots pour certains artistes contemporains Non, je dis ça par hasard. Hein. Jean, mais alors tu me mets sur le cul, parce que c'est précisément ce que je pensais à la seconde même. Tu l'as dit. C'est vrai, on peut, oui. Au président du Mexique, Miguel Alemán Valdés. Cette lettre est le fruit de ma très juste indignation. Et je veux qu'elle arrive entre vos mains, afin que vous sachiez que je m'insurge contre un attentat lâche et infamant perpétré dans ce pays en ce moment même. Je veux parler de cet acte intolérable que les gérants de l'hôtel d'El Prado sont en train de mener à bien en recouvrant avec des planches de bois la peinture murale de Diego Rivera dans la salle à manger du dit hôtel, peinture qui déclencha voilà quelques mois les attaques les plus honteuses et injustes dont ait jamais été victime un artiste mexicain. Je tiens à vous signaler que votre gouvernement est en train d'assumer une énorme responsabilité historique en permettant que l'œuvre d'un peintre mexicain soit recouverte, cachée aux yeux du peuple de ce pays et à ceux du public international pour des raisons sectaires, démagogiques et mercenaires. Vous, qui représentez à l'heure actuelle la volonté du peuple du Mexique, dont les libertés démocratiques ont été gagnées grâce au sang versé par ce peuple lui-même, vous ne pouvez pas permettre que quelques actionnaires, de connivence avec quelques Mexicains de mauvaise foi,
recouvre les mots de l'histoire du Mexique et l'œuvre d'un citoyen mexicain que le monde civilisé reconnaît comme l'un des plus hauts représentants de la culture de ce pays. Je sais que les lois, malheureusement, ne garantissent pas suffisamment la propriété artistique, mais vous, en tant qu'avocat, vous savez bien que les lois sont et ont toujours été élastiques. Il est une chose qui ne figure dans aucun code, je veux parler de la conscience culturelle des peuples, qui ne permet pas que l'on construise des appartements dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Allez-vous permettre que l'on détruise la liberté d'expression au nom de l'obscurantisme? Non! Ah là là, ouais. La culture, la conscience culturelle des peuples qui ne permet pas que l'on construise des appartements dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Ouais. Le premier, Nicolas Muret, elle a eu une liaison avec lui, mais pas avec le président du Mexique. Je tiens à le préciser, elle ne couchait que par amour. Ouais, voilà. Donc elle n'a jamais fricoté avec le pouvoir. Comment peut-on être amoureux d'un président? En plus, on vous le demande. Bon, je sais pas, lui. Vraiment, c'est une catin. Non, mais on imagine que... Ouais, enfin bon. Bon, bref, Frida Kahlo par Frida Kahlo, donc ces lettres qui sont datées, je l'ai dit tout à l'heure, de 1922 à 1954 et publiées en point par les éditions du Seuil. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris Métro. Robert Camp, fille du calvaire, téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et site internet après les W librairie-publico.com. Ouais, alors évidemment, quand on lit ces lignes sur Frida Kahlo, je trouve moi pour ma part magnifique. Et puis il y en a pas mal comme ça. Moi j'ai lu que ça. Évidemment j'ai pas lu le bouquin comme mon Jean. Enfin c'est vraiment un truc à faire parce que c'est quand même sérieux. Moi c'est ça qui me l'a fait aimer, parce qu'avant je détestais son travail. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était une intello en plus, alors que c'est pas du tout ça. Voilà. Comme quoi des fois on se fait des idées fausses quand on est... Toi Robert, tu te fais des idées? Non, pas toi Robert. Pas toi. Non, je t'assure. Oh ben vos gueules. Tu es le contraire de ce qu'on pourrait appeler un préjugé. Enfin, je veux dire, allez-y les mecs. Lâchez-vous. Chargez. Lâchez-vous. Coucou. Ouais, vous avez raison. Coucou Robert.
C'était Chavela Vargas qui interprétait la Llorona, un morceau qu'on peut voir qui est magnifique dans le film Frida. Ah oui, on n'en a pas parlé du film. Non, ouais. mais tu vas parler de Frida Kahlo, on va avoir le temps d'en parler. Vu. Non? Pardon? Tu ne veux pas en dire deux mots parce que tu l'as vu? Parle d'abord de Frida, peut-être, non? Ah bon, je parle de Frida, oui. Oui, c'est vrai, parce que si tu parles du film avant que je parle de Frida, je vais avoir l'air d'un vrai gland. Enfin bon, oui, c'est moi qui m'y colle sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mètres, sans pub. Je l'ai fait. Hein. Bon, Aracaille. Fréquence. Piquet-coup à la régie, Noteuil-Sarre Noire à ma gauche. Non, la fréquence, on nous demande de dire la fréquence. 89.4 sur la bande FM. Hein? FM. Voilà. Et après tout ça, je dois vous parler, c'est mon tour de vous parler de Frida Kahlo. Alors je n'oublie pas les dates, 1907-1954. Faut pas, parce que elle disait qu'elle avait falsifié ces trucs, elle disait qu'elle était née en 1910, parce que c'était le début de la Révolution mexicaine. Voilà. Elle trouvait que ça faisait plus classe d'être née le jour de la Révolution mexicaine. Enfin, oui, bon, de celle-là, parce qu'il y en a eu plusieurs des révolutions mexicaines. Oui. C'était, quand on était gamin, c'était vraiment le truc, les colonels mexicains, surtout c'était en Tintin et Milou, je crois. Il s'en est beaucoup moqué, oui, dans les Picaros, oui. Oui, il se moquait beaucoup des révolutionnaires, je trouve, Hergé. Oui, beaucoup. Ouais, c'était plutôt c'était plutôt les chemises brunes qui l'appliquaient, son truc. Bon, enfin. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire qu'on vous contera une autre fois. Là, c'est notre camarade de Frida Kahlo que je vous dis qu'avant que notre gens mettent ça à l'ordre du jour, je pouvais pas piffer, parce que je croyais que c'était comme les surréalistes, justement. C'était une chieuse, etc., d'un télo, mais non, pas du tout. C'est un être vivant. C'est le moins qu'on puisse dire, même terriblement diminué après son accident d'autocar, où elle s'est fait empaler carrément par un morceau de ferraille, traversé de part en part, etc., etc. Enfin, truc terrifiant. On se demande comment on a survécu d'ailleurs, parce que c'était quand même dans les années 20, la médecine n'était pas au top comme maintenant. Bref, alors elle me racontait ce matin, Dominique, qu'elle avait un petit copain à ce moment-là, qui lui est sorti indemne de l'accident. Et quand elle lui a dit, tu sais, j'ai le vagin qui était... Elle lui racontait ça. C'est-à-dire que le mec, il fallait qu'il soit costaud pour écouter des histoires pareilles, qu'elle avait eu le vagin transpercé, tout ça. Bref, enfin, le mec, il a conclu qu'il fallait bien qu'il se barre que de rester avec elle, quoi. Et il a trouvé un prétexte bidon pour se tirer avec une tante. Est-ce que c'était bien une tante aux États-Unis? Enfin, voilà. Là, encore une fois, le courage des mecs, on en parlait avec notre gens avant que je fasse mon baratin sur la pauvreté, qu'il y avait beaucoup de mecs qui laissaient tomber leur nana, sitôt qu'il y avait un enfant qui apparaissait dans le paysage, ils se barraient, quoi. Alors, on s'englobe dans l'eau, on est réaliste. Oui, enfin moi j'ai jamais quitté une nana pour ça, mais bon. Ou alors les mecs courageux aussi, et ça j'en ai connu, des mecs, pas les mecs, mais j'ai connu leurs femmes en tout cas, qui se barraient quand leur nana avait un cancer, quoi. C'était aussi traditionnel, et il y a des statistiques qui prouvent qu'il y a effectivement beaucoup plus de mecs qui se cassent quand la conjointe est malade, que de nanas qui se cassent quand le conjoint est malade, quoi. Tu vois, c'est de l'ordre de 40% chez les hommes et puis de quelques pourcents chez les femmes, quoi, voilà, ou plus même. Enfin bref. Bon, alors on en revient à Frida Kahlo, qui s'est fait larguer par son boyfriend. Et alors elle a dit un truc génial que m'a raconté encore Piquet Couspin, parce qu'elle est bavarde, en disant que oui, elle avait dit à son petit copain, tu sais, j'ai dit à ma mère que c'était parce que elle avait peu de temps avant, elle s'était fait dépuceler par ce jeune homme, et puis c'était pas très bien vu à cette époque-là. Et elle a dit non. Elle a dit, j'ai dit à ma mère que c'était cette barre de fer qui m'avait traversé l'utérus, et que voilà, c'est comme ça j'avais été dépucelé par la barre de fer, quoi, tu vois, l'humour mexicain, ça, je suppose. Voilà, toute sa vie, ça a été une souffrance terrible. On va pas parler de l'artiste, du peintre, parce que bon, je dis, vous voyez une exposition en ce moment à Paris, si vous voulez faire 5 heures de queue ou camper devant le lieu de l'expo, vous pouvez, mais bon, en tout cas c'est à Paris en ce moment. Mais parler de sa vie de femme, quoi, sa vie de femme qui était dès le départ vraiment compromise après ce premier amour. Il y a elle a rencontré son compagnon, le compagnon de sa vie, quoi,
Diego, pas Maradona, hein, non, Diego Rivera, qui faisait une fresque dans l'école où elle était, et elle a été le voir, et elle lui a montré son travail, et il a trouvé que c'était vraiment une grande artiste, et je pense qu'il baratinait pas. C'est pas pour se payer forcément une petite jeune, et quoi qu'il était assez coutumier du fait. Et donc ils se sont mariés et ont vécu donc jusqu'à pratiquement, à part une séparation, je crois, de quelques mois ou un an, je sais pas, où il était parti aux États-Unis, ils se sont remariés, mais au bout d'un certain, enfin, c'est une histoire complètement, on pourrait dire d'une certaine manière romantique, quoi. Elle l'aimait, elle savait qu'il était infidèle, et infidèle jusqu'au point de séduire sa sœur. Elle les a retrouvés tous les deux au lit, c'était vraiment enthousiasmant, et voilà. C'était un vrai libertin, mais il l'aimait. C'est pas notre Robert qui se conduirait comme ça. Ah non, justement, on en parlait toujours avec pied fou. Ouais, l'état de fatigue dans lequel je suis, parce qu'elle me lâche pas d'une semelle, hein, au bistrot le matin où je pourrais me détendre. Enfin, non, pas. Je peux même pas bouffer mes tartines. Ou tu pourrais te détendre après une nuit. J'avais une nuit de trop calme. Non, oui, au calme. Une nuit de tendinite. Une nuit de tendinite. Ouais. Et voilà, et donc. C'est son histoire, c'est ce qu'il y a dans le film, d'après mes informations les plus récentes. C'est l'histoire d'amour qui est le plus intéressant, je crois, dans sa vie. Mais pas un amour unique, hein, parce que oui, elle a aimé, c'était le compagnon de sa vie, mais elle a eu des aventures sentimentales torrides avec des tas de gens, dont Trotsky, qu'on aurait pu imaginer que c'était un... Oui, mais c'était par amour. Ouais. Voilà. Et Trotsky, il paraît que c'était un vrai chaud lapin. Et c'était aussi torride entre eux, et elle lui a offert, alors elle avait une petite habitude, c'est d'offrir des peintures à ses amants préférés, quoi. Alors voilà, je leur offre une petite peinture en souvenir de leur galipette. Voilà. Pour Trotsky, j'étais un petit peu sur le cul, parce que je trouvais pas qu'il était vraiment séduisant. Enfin, l'amour, c'est pas forcément la beauté qui est la plus importante. Surtout avec Diego. Non, mais je pense pas qu'on te demandera à toi de te prononcer sur la séduction de Léon Trotsky. Voilà. Non, arrête-toi. Et alors, comme que je dirais que voilà, elle a conduit sa vie comme ça, avec passion, on peut dire. Et alors le truc, j'ai vu des photos d'elle à l'hôpital en train de travailler, mais comment elle pouvait faire avec la souffrance qu'elle éprouvait, et puis comme on peint ici, on a quelques artistes à travailler, et quand on sait qu'il faut vraiment se sentir bien, voilà, installé correctement, on peut pas peindre en faisant des contorsions, quoi, c'est pas possible. Mais elle, c'est ce qu'elle faisait. Elle était allongée, elle avait une espèce de truc, une planche de bois, évidemment, parce que les planches de fer, c'est pas vraiment courant, une planche de bois, et puis elle avait sa palette dans la main gauche, les pinceaux dans la main droite, et puis elle peignait comme ça, mais des choses qui sont, du point de vue technique, assez abouties. On peut pas dire que ce soit des choses... Voilà. Elle a pratiquement, moi je dirais pas qu'elle a peint toute sa vie couchée, mais une bonne partie de sa vie couchée. Et jusqu'au dernier moment, elle a peint comme ça, voilà. Et je vais terminer, parce que je ne vais pas vous blablater éternellement sur... Je suis pas très friand, fort pour donner des dates, pour donner des choses comme ça, mais plutôt causer de la vie humaine des artistes, parce qu'ils sont des êtres humains comme vous, enfin je veux dire, ils sont pas très différents, peut-être un peu plus sensibles que la plupart de nos contemporains, mais ils sont pas très différents, ils font pipi, ils font caca, ils ont des amours malheureux ou heureux, ils sont blessés, ils sont mourants, enfin bon, ils ont à peu près toutes les maladies qu'on peut avoir, mais ils ont cette espèce de chose qui les tient debout. Moi j'ai un copain qui est myopathe, je vous en ai déjà parlé de temps en temps, qui est pratiquement réduit à l'état de légume, mais il peint toujours, je sais pas comment il fait, quoi. Il met 2 heures avant de se mettre en train le matin, le temps de se lever, de prendre sa douche, de s'habiller, d'aller aux chiottes et tout. Ça prend un temps infini, et des souffrances aussi. Mais quand il est devant son cheval, il oublie tout. Ouais, Freud disait que les artistes avaient cet avantage sur le commun des mortels de pouvoir vivre en harmonie avec leur névrose. Voilà, c'est ça. Et Frida Kahlo, c'est le cas, c'était pas une névrose, c'était un accident mortifère, mais on pouvait l'assimiler aussi, pourquoi pas, une névrose, hein, quand on travaille pendant 30 ans de sa vie dans cet état-là, hein, qui l'a pas empêché. Et alors, pour finir
mon baratin insipide, je vous l'avoue. Vous situer, enfin vous dire une chose extraordinaire qui pourrait relever de la légende. Vous le trouverez pas dans Wikipédia parce que là il s'est un peu expurgé, mais il y a sur un site sur le web, j'ai vu que le jour où on l'a incinérée, elle était dans le crématorium, là, dans le four, hein, et d'un seul coup elle s'est redressée, son corps s'est redressé, mais à la verticale. Ses cheveux qu'elle avait extraordinairement luxuriants, épais et tout, se sont mis à flamber. Ça lui a fait une chose comme une aura, plus qu'une auréole, et avec un sourire sur le visage. Et tout ça parce qu'il y a eu un accident technique. Il y avait un des croque-morts qui avait oublié de fermer la porte du four. Donc il y a eu une réaction avec les courants d'air, etc., etc. Mais ça devait être assez hallucinant. Et je trouve que c'est une fin magnifique pour une femme qui souhaitait la mort d'ailleurs, qui disait que... Et ce que j'ai trouvé le plus terrible, qui était révélateur de sa souffrance, elle a écrit, des derniers mots qu'elle a écrits avant de mourir, c'est « surtout que je ne revienne pas sur Terre ». Voilà. Parce qu'elle avait tellement souffert, évidemment, que c'est assez rare d'avoir des épitaphes comme ça. Enfin... Et ce qu'elle disait aussi, c'est qu'elle voulait se faire incinérer parce qu'elle avait passé tellement d'années couchée qu'elle ne voulait plus rester allongée. Voilà, allongée dans une bière, quand même. Voilà, magnifique. C'était sur l'idée de notre camarade Hussard Noir, qui est sur le pont pour toutes ces choses-là, que je vous ai parlé du mieux que je pouvais et du moins mal, surtout de Frida Kahlo. Ouais, moi ce que je voulais donc dire, c'est que moi ce film Frida, c'est Salma Hayek qui fait le rôle de Frida Kahlo. Je trouve qu'elle est complètement Frida Kahlo. On avait vu un reportage sur Arte peu de temps avant, donc j'ai l'impression que c'est un film qui est vraiment très très fidèle à sa vie. Et moi, je me suis complètement laissé prendre. C'est un film qui m'a bouleversée, autant par sa souffrance, par ce qu'elle est, que par son histoire d'amour avec Diego, qui est quand même incroyable. Surtout quand il revient à la fin des États-Unis pour la redemander en mariage, alors qu'elle est diminuée, elle vient de se faire amputer des orteils. Et après, elle sera même amputée carrément d'une demi-jambe. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très très fort. Et ouais. ce film que certains disent très américain, plutôt populaire, je trouve que c'est quand même un film qu'il faut voir. Tout à fait, oui. Elle a eu beaucoup de mal à l'imposer d'ailleurs, aux producteurs. Malgré son statut de vedette du cinéma international, elle a dû vraiment se battre pour pouvoir faire ce film. Je trouve que c'est une actrice. Elle n'est pas seulement actrice, c'est elle qui a porté le film. Mais je trouve qu'elle est... Moi, je la trouve très très attachante comme actrice d'une manière générale, et dans ce rôle elle doit être probablement magnifique, quoi.
c'était Angélique Ionatos qui chantait Cétane Solo. C'est un CD qui s'appelle Angélique Ionatos chante Frida Kahlo. Ouais, une grecque, mais qui a vraiment... Mais je voulais dire à Jean, je me souviens plus du nom de sa mère, du nom de son... Joyce Dassin. Voilà, et la femme de Dassin, c'est comment elle s'appelait Mélina Mercouri. Mélina Mercouri. Et ben elle chante en grec, c'est exactement cette voix-là en espagnol. Enfin bon, si vous êtes bien sur Radio Libertaire. Très bien même, avec prétentieux. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub, à Racaille, avec Piquécou, qui anime la régie. Vous voyez, ça bouillonne là-bas. Il y a de la buée sur les vitres. Notre Jean d'Auto-Hussards Noirs de la République, qui va bientôt prendre la parole pour vous séduire avec une histoire de la peinture mexicaine. Monsieur notre Jean, c'est une encyclopédie. Nous, on se contente de parler des artistes. Non, lui, c'est la peinture. Avec une nouvelle auditrice qui nous a rejoint ce matin, ma copine Delphine. Ouais. Une auditrice de choix, je précise tout de suite. Ouais. Et de choix, oui. À Racaille ne cesse de gagner les parts de marché, comme on dit chez RTL. Oui. La question, c'est quel marché? Ouais, oui, c'est sûr que ça va pas très loin. Enfin bon, on se développe. Hein. Gentiment. Le développement artistique consécutif à la conquista, tu sais, la conquête espagnole, a pris des formes hispaniques ou hispanisantes, comme vous voudrez, qui confondent à ce point architecture, sculpture et peinture qu'il est difficile, voire impossible, mon cher Robert, pardon, d'en faire. Mon pauvre Saint-Dé. Non, mais je te plaignais alors que j'ai pas à te plaindre, quoi, si tu veux. Non, pas vraiment. Il est difficile, voire impossible, d'en faire un historique séparé de la peinture mexicaine. Au moins celle des premiers temps. Précisons d'abord que cet art est essentiellement religieux. Ça ne t'étonnera qu'à Poitiers. Ouais. Dès le XVIe siècle... ça va être très rapide, parce que voir toute la peinture mexicaine en un seul papiy comme ça, c'est un peu la cavalerie. Oui, non, excusez par avant. On en fera plusieurs. Pas de souci. Normalement non, mais bon, on y reviendra peut-être d'une autre manière. Mais enfin voilà, dès le XVIe siècle, église et couvent mélangent allègrement tous les styles disponibles, roman, gothique, mauresque, renaissance. N'en jetez plus, la nef est pleine. Oh, elle est pas mal. La peinture elle-même est réduite le plus souvent à la polychromie des ornements, tu vois, ou des objets de dévotion en bois et en stuc. C'est paradoxalement dans les édifices des moines augustins qu'apparaissent pour la première fois des éléments proprement indigènes. Le XVIIIe siècle, je passe carrément sur le XVIIe, tu vois. Il n'y a rien d'intéressant. Enfin, moi, j'ai rien vu d'intéressant. Le XVIIIe siècle voit lui s'épanouir ce qu'on a joliment, je mets ça entre guillemets, appelé le baroque colonial. Tu vois, d'une exubérance ornementale sans précédent au Mexique, mais dans laquelle on peut apercevoir ici ou là quelques imitations assez lourdingues, à mon sens, du siècle d'or espagnol dont il était question pas plus tard que la semaine dernière. L'ensemble a toutefois, c'est ce qu'il distingue, à une fraîcheur pauvre et naïve, tu vois, pleine de charme, qui établit un contraste saisissant avec la richesse assez ostentatoire des éléments extérieurs, peints mais aussi sculptés. C'est également au XVIIIe siècle que naît une peinture que nous qualifierons de néo-classique et laïque, très nettement populaire, qui donnera aux Mexicains l'impression, c'est pas rien, que leur pays accouche enfin d'un art différent de celui de l'occupant espagnol, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom. Et ce deviendra manifeste 100 ans plus tard, seulement, avec les gravures de José Guadalupe Posada, dont nous avons déjà parlé dans cette émission, qui puise directement aux sources traditionnelles du folklore mexicain, tout en se plaçant dans une perspective moderniste et surtout révolutionnaire. On peut juger sa technique rudimentaire, voire pauvre. Tu revois un petit peu les gravures là, oui. Mais c'est bien Posada qui va montrer la voie à tous les peintres qui vont lui succéder par son art à la fois populaire et intensément expressif. La seconde révolution mexicaine coïncide avec la floraison du muralisme, si l'on ne peut
Si l'on ne peut confondre les travaux de Rivera, d'Orozco et de Siqueiros, dont Piquecu nous parlera tout à l'heure, ils ont en commun un expressionnisme marqué, qui est une composante, à mon sens, essentielle du génie national mexicain. Mais les muralistes eurent aussi à cœur d'ouvrir leur pays aux grandes options de l'art contemporain. Leurs conquêtes plastiques furent ensuite prises en charge par une nouvelle génération d'artistes qui surent les adapter au développement de l'architecture sans renoncer à l'engagement politique et social de leurs aînés. Connu de bonne heure grâce à la présence au Mexique d'artistes étrangers, le surréalisme a trouvé dans ce pays une incarnation spécifique avec Frida Kahlo, Robert vient de nous en parler, ou encore Rufino Tamayo. Mais ils ne sont pas les seuls. Le groupe surréaliste a compté de très nombreux membres, et c'est même de ces rangs qu'est sorti Vicente Rojo, qui ouvrit au Mexique les voies de l'abstraction et rompit avec les valeurs établies. Derrière lui, les peintres mexicains se partagèrent entre expressionnisme abstrait, art concret et art cinétique. À l'opposé de ce développement, c'est développé un courant néo-réaliste teinté d'agressivité, voire de violence, et se voulant volontiers scandaleux. Pour finir, je dirais, comme nous l'avons vu avec Raúl Velasco, que nous avons reçu en novembre 2011, tu t'en rappelles, avec Christine Meller, que la gravure n'a pas cessé d'être cultivée au Mexique, dans la voie ouverte par Posada, grâce à de très nombreux ateliers coopératifs. Et c'est justement le cas, un petit peu le cas en tout cas, de l'Association pour l'estampe et l'art populaire, dont nous avons reçu plusieurs fois en fait des représentants, et dont vous pouvez vous renseigner à l'adresse http://www.estampe-artpopulaire.com. Voilà, art populaire en attaché, comme on dit. Et vous avez tout ça, bien entendu, sur le blog, qui est mis à jour régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines. Et voilà, oui, mon Jean. Moi, j'avoue que je suis pas vraiment bouleversé par l'art mexicain. Enfin bon, je veux dire, c'est pas. Il y a eu depuis, l'art s'est développé en Amérique du Nord. En Europe, il n'a jamais cessé de se développer. Il y a une telle richesse là-dedans que après, moi, je peux pas explorer tous les arts et me coller à tout ce qui se passe dans le monde. Mais l'art mexicain, ça me fait pas vraiment. Enfin bon, c'est personnel. Mais Jean, il a pas l'air non plus d'être bon. Voilà, mais c'est quand même... attention, moi je nie pas l'art mexicain du tout. Je dis peut-être que je suis pas très sensible. On a le droit de pas être sensible. Les gravures révolutionnaires qui sont de Posada, si tu veux, je pense qu'elles continuent d'irriguer pas mal, y compris en Occident. Tout à fait. Le dessin satirique, la gravure politique et sociale, tout à fait. Et puis eux, ils ont, avec le jour des morts, ils ont une motivation, si on peut dire, enfin pas une motivation, mais enfin quelque chose comme ça, qui leur permet de délirer vraiment. C'est un sujet qui permet toutes les audaces, toutes les dérives, toutes les interprétations, que c'est quand même... Tu vois, par exemple, dans les affiches de mai 68, il y avait pour moi des gravures de Posada. Il y avait aussi des Dazibao chinois. Il y avait des choses inspirées tout à fait de ces arts-là. Voilà. Tout à fait, bien sûr. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales.
c'était Los Peques, interprété par Lassa de Sela. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans mail, sans publicité, sur la bande FM 89.4, parce que je vois que notre camarade Jean me regarde d'un air sévère, en me disant il a encore oublié. Non, j'ai pas oublié, Jean. Racaille, avec notre camarade Pico qui se gratte la tête dans la régie. C'est très important de vous en informer, parce que bon, vous voyez on descend... On est de la même branche que les bonobos et tout ça. On se gratte aussi, nous. Notre Jean, notre Hussarnois. C'est bizarre, elle se gratte la tête quand tu parles, c'est ça. Oui, c'est curieux, oui. Et uniquement quand tu parles. Oui, uniquement. Oh, ça va. Voilà, notre Jean qui m'envoie, comme à son bonne habitude, des ladzi et des colibets, mais ça glisse sur mon cuir d'hippopotame. Que dis-je, de morse. Et puis, vous causez tout de suite. Eh bien, je vous le demande, Émile, de David Alfaro Siqueiros. Voilà, qui c'est cet individu? Tu vas en savoir bien plus dans quelques minutes. Sous la main ferme des peintres, l'homme sans culture reprend espoir. Voilà ce qu'il dit ce David Alfaro Siqueiros, qui naît à Chihuahua, dans le nord du Mexique, en 1896. Il est étudiant à l'école des Beaux-Arts de Mexico, ainsi qu'à l'école de peinture Santa Anita. Il ne supporte plus la dictature de Porfirio Diaz et en 1914, il décide de s'engager aux côtés des révolutionnaires. À 20 ans, il est sous-lieutenant de l'armée constitutionnaliste. Il y reste 4 ans et devient gradé. Cette expérience guerrière le marque profondément. Il dit lui-même: sans cette participation à la révolution, il n'aurait pas été possible plus tard de concevoir et de réaliser le mouvement pictural moderne mexicain. De cette révolution politique naît une révolution artistique qui se concrétise dans les fresques de Siqueiros, mais aussi dans celles de Rivera, d'Orozco, d'O'Gorman. En 1919, il part en Europe, visite Paris et rencontre Diego Rivera. Cette amitié lui permet de rencontrer les cercles artistiques alors en pleine ébullition à Paris. Il aiguise aussi sa conscience politique et sociale au contact des théoriciens et des activistes de tous bords. En septembre 1922, on le retrouve à Barcelone, où il publie un manifeste pour un art révolutionnaire mexicain. Il retourne au Mexique fin 1922. Le mouvement muraliste naît sous la houlette du syndicat des peintres, sculpteurs et graveurs révolutionnaires de Mexico. Il reprend la technique, chère aux précolombiens, faite à la détrempe et à la cire. Tout de suite, son style est remarqué. Ses premières œuvres à l'École nationale préparatoire nous montrent un Siqueiros militant, prônant une peinture qui doit impressionner plus que plaire. Exemple, l'enterrement d'un ouvrier. Mais il n'abandonne jamais les autres formes de peinture, comme l'aquarelle, la lithographie et le chevalet. On retrouve aussi le cubisme, qu'il a pu étudier de près à Paris, très expressif, comme dans le Mère paysanne, un tableau de 1929. En 1924, il lance avec Javier Guerrero et Diego Rivera une revue mi-politique, mi-artistique, El Machete, où il peut enfin propager ses idées révolutionnaires, le but essentiel de sa vie agitée. Il se rend à Moscou, en Uruguay et en Argentine avant de retourner au Mexique. En 1932, il inaugure sa première exposition importante, où il présente entre autres la mère campagnarde, son Zapata et une lithographie de Moïsens. Mais politiquement trahi et jugé incontrôlable et dangereux par le gouvernement, il est obligé de prendre le chemin de l'exil. Il s'installe à Los Angeles, où il peint l'Amérique tropicale. Il voyage en Amérique du Sud, Venezuela, Argentine. Il expérimente la pyroxyline, une nouvelle peinture d'aspect brillant permettant de rehausser les tons colorés. Ses œuvres y gagnent en relief et en puissance. Et dès 1933, le Musée d'art moderne de New York fait l'acquisition de nombreuses toiles, dont Victime prolétarienne, et en 1937, Écho d'un cri, peinture brutale qui choque à l'époque, mais qui est reconnue aujourd'hui comme une œuvre majeure. En 1935, il fonde à New York un atelier expérimental. En 1936, il se rallie aux républicains espagnols. Et de retour au Mexique en 1939, il peint le portrait de la bourgeoisie, pour la Maison des syndicats de Mexico, un style vengeur qui trahit sa profonde révolte. L'œuvre heurte même certains de ses commanditaires, et il conserve ce style par la suite et peint des luttes manichéennes, des combats, et montre même la souffrance, la mort, thème souvent récurrent dans l'art mexicain.
En 1962, après un procès retentissant, la justice mexicaine condamne David Alfaro Siqueiros à une peine de 8 ans de prison. On l'accuse d'avoir organisé des manifestations étudiantes qui dégénérèrent en émeutes, semant la pagaille dans la capitale pendant plusieurs jours. La peine est excessive et c'est un tollé dans le pays où il est toujours considéré par beaucoup comme un héros national. À 64 ans, c'est un véritable drame pour Siqueiros dont la santé est précaire. 2 ans plus tard, le gouvernement le remet en liberté, mais le mal est fait. Il réalise des peintures évoquant cette sinistre expérience des prisons mexicaines. Il existe à Mexico un musée David Alfaro Siqueiros qui regroupe une bonne part de son œuvre et des souvenirs de son existence. En 1972, et sur son initiative, est inauguré à Mexico le gigantesque et très étonnant Polyforum culturel, un complexe dédié à l'expression culturelle nationale sous toutes ses formes. Ah ben merci, Piquécou, c'est un petit peu, voilà, encore un artiste que je découvre. Bon, c'est un petit peu dense, mais... Oui, c'est dense, c'est le mot qu'on puisse dire. Ouais, mais une vie exemplaire, hein, quelque part. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas un sauteur comme les surréalistes français. Oui, non, ce sont de beaux personnages. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais toujours avec comment on a la furia espagnole, là, c'est toujours des gens, dignes, enfin, qui ont une espèce de position, comme c'est une espèce de stature, que n'ont pas souvent les petits franchouillards, comment ils les appellent les Anglais, les grenouilles, merde, ça me chame, enfin bon. Voilà. Comme les appelait Frida Kahlo. Oui, un peu, c'est ça. Oui. Ces fils de pute lunatiques et tarés. Voilà, tout à fait. Enfin, ça a commencé avec les surréalistes parce que les artistes d'avant, quoi, les impressionnistes et quelques artistes modernes qui ont suivi, n'étaient pas du tout dans ce trip. Ce que je lis avec le bouquin sur Renoir, qui est vraiment extraordinaire. C'est pas de la grande littérature, hein, c'est son fils qui parle de son père, mais un de ses 2 fils, le cinéaste, je crois que c'est ça. Mais c'était des artistes quand même qui, ils étaient pas, ils parlaient peu, en tout cas, ils faisaient. Tu as vu qu'elle faisait exception pour Marcel Duchamp, quand même. Ouais. Quel peintre, elle dit d'ailleurs dans ses lettres. Oui, c'était sans doute avant qu'il produise son fameux son Ready-Made. Oui, tout à fait. Cañones y metrallas surge una historia popular de una joven que apodaban Juana Gallo por ser valiente y a no dudar. Siempre al frente de las tropas se encontraba peleando como cualquier guar. En campaña ni un pelón se le escapaba, sin quedarse los tronaba con su enorme pistolón. Era el foco de todos los federales y los mismos generales tenían pavor. Ábrala que ahí viene Juana Gallo, va gritando en su caballo, viva la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón. Una noche que la guardia le tocaba, un batallón se le acercó. Sin mentirles a la zanja no llegaban, cuando con ellos acabó. Otra vez que se encontraban ya sitiados, teniendo mes de no comer. Salió al frente con unos cuantos soldados que apodaban colorados y salvó la situación. Por vengar la muerte de su chon amado, a su vida había jurado conspiración. Ábrala que ahí viene Juana
gallo va gritando en su caballo, viva la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón. C'était Juana Gallo, interprété par les Marachi Vargas. Ouais, voilà, c'est la famille, hein. Bon, on a compris. Sur Radio Libertaire, tu vas pas balancer ton nom après avoir balancé le mien. Non, non, bah non. N'oublie pas qu'on est une radio non, quasiment clandestine. Oui, puis Kékou s'en est chargé, enfin bon. Après, il faut toujours se méfier des Dalila en puissance. Hein. Bon, remarquez, j'ai presque plus de cheveux, donc elle peut pas trop m'en enlever. Alors, il y a un petit peu sur la nuque, là, quand même. Je pense qu'il serait temps de faire un petit rafraîchissement. Ah bah oui, bien sûr. C'est prévu. C'est prévu pour le vernissage, pour que j'ai l'air présentable. Ah, quand même. Ouais, bon. Voilà. C'est Radio Libertaire, la voix de la Fédération. Ils me déstabilisent. Ça les amuse, ces vrais gamins. Enfin bon. J'ai l'habitude, de toute façon, je travaille avec les enfants. On va passer... Alors, je répète, parce qu'on est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, sur la bande FM 89.4. J'espère que Jean est satisfait. Ah là, et là ça va. C'est ouais, bien, bon. c'est bien. Avec Piquet-Co à la régie, Jean à la plus haute expression de l'histoire de l'art. Bon, bien sûr. Tout ça, qui va vous causer tout de suite c'est toi qui cause de Anders Pedersen, photographe. Ouais. D'ailleurs que j'ai regardé son truc, il y a une similitude avec le travail de Diane Arbus qui est quand même assez... Tu vois, non, moi ça m'a pas gêné. Non, c'est pas gênant. Ça m'a pas gêné, mais il y a un même côté, effectivement. Ouais. Il photographie énormément des gens qui sont en marge, donc tout à fait. Il y a forcément une communauté avec elle. Ouais, tout à fait. Très très belle photographie. Hein. Anders Petersen, donc, c'est à la BNF Richelieu Galerie Mansart qui organise de très belles expositions. Hein. Et où il n'y a pas trop de queue, justement, c'est bien. Donc c'est 5 rue Vivienne dans le 2e arrondissement de Paris. L'ancienne bibliothèque nationale. Absolument. Vous avez le temps, hein, c'est valable jusqu'au 2 octobre 2014. Né en 1944 à Solna en Suède, Anders Petersen présente en 320 photographies à la Bibliothèque nationale de France, donc les étapes les plus marquantes de son travail. Photographies de rue, portraits, nature morte, ces images en noir et blanc révèlent une quête au long cours des autres et de soi-même. Entre des débuts remarqués grâce à la série Café Lemitz qui date de 1975 et l'œuvre en cours intitulée City Diary, on a vu s'épanouir et évoluer un style que beaucoup ont tenté d'imiter mais n'ont jamais égalé. Les vases clos du Café Lemitz ou de la prison ont laissé place au labyrinthe des villes, aux rencontres de hasard. Les objets, les lieux, les habitants en marche, comme je le disais tout à l'heure, photographiés par Petersen, se déploie en une constellation de photographies qu'il assemble, déconstruit, remodelait au gré de livres et d'expositions. Un monde réel âpre, on ne peut pas dire autrement, que ce photographe épris de liberté affronte dans une vision fulgurante, tranchante, qui donne, et c'est pas la moindre de ses qualités, toute sa place à l'imprévisible. Voilà, c'est ce que j'aime dans la photographie, en tout cas dans ce genre de discipline. C'est tripal, c'est pas de la photographie lissée, etc., etc. Encore une fois, je suis désolé de le dire, mais il y a eu une tentative chez les Français à la suite de Bresson avec une bande de zigotos là, issus des barricades de mai 68. Comme des gens comme Raymond Ditivon, comme Martine Franck, Le Quérec et tout ça, des gens qui étaient un petit peu dans cette mouvance, mais ça a disparu, je sais pas où. Ils sont passés tous à Magnum, et alors là, pour moi, c'est pas une consécration. Enfin bon, voilà. Mais là, c'est vraiment... On développera une autre fois. Ouais, là, c'est vraiment des photographies qui prennent vraiment au boyau, quoi. Complètement. Ouais. Deuxième exposition, Hieronymus Koch, la gravure à la Renaissance, au Centre culturel des Pays-Bas, 121 rue de Lille, dans le 7e arrondissement à Paris, jusqu'au 15 décembre 2013. Depuis Anvers, où il était installé, un éditeur et entrepreneur, européen avant l'heure, diffusait aux 4 coins de l'Occident des estampes gravées sur cuivre, dont certaines continueront à être tirées sur les mêmes plaques jusqu'au XVIIIe siècle. Il faut le faire. C'est l'histoire de Hieronymus Koch, qui fonda en 1548 avec son épouse la maison d'édition d'estampes aux 4 vents,
Joli nom évocateur, car son enseigne représentait 4 têtes de poutis soufflant. Cette exposition de plus de 200 estampes et dessins, présentée à l'Institut néerlandais, évoque cet homme, également graveur, qui joue un rôle essentiel dans le développement de l'estampe et sa diffusion jusqu'à Francfort, Paris, l'Espagne, l'Italie ou l'Espagne. Tous les grands piliers de l'atelier de Koch sont là, dans l'évocation de l'Italie, des mondes fantastiques et réels, de l'architecture, avec tous ces talentueux graveurs dont il s'assura les services, ainsi que tous ces grands maîtres auxquels il passa commande sur commande. À commencer par Pierre Bruegel l'Ancien, à qui Koch doit sa renommée et son succès, et dont l'exposition présente un riche corpus. Voilà, 2 très belles expositions, hein, et puis vous risquez pas de faire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures de queue. Hein. Sortez des sentiers battus. À Paris, c'est vraiment indispensable. Hein. On ne peut pas s'en sortir autrement. Non, quoi. bien sûr. Puis là, c'est du burin, puis il faut voir quel burin. Voilà, on vous vante régulièrement les musées de province, où on peut voir de la très belle peinture dans le plus grand calme. Oui. Sur Paris, il faut vraiment aller chercher les choses un peu en marge. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, le musée de province à Roubaix, là, donc le show sur le roi, Tourcoing. Ça, où il y a une exposition jusqu'au fin février là, avec les bouses, avec le Bosch, les bouses du Bosch. Là. Ouais, mais ils viennent de sa compagne, qui l'a accompagné pendant 20 ans, a fait un film d'une heure et quelques qui est sorti, mais qui n'est pas encore disponible. Et là, attention, précipitez-vous. Hein. C'est mieux qu'une ces machins qui se vendent là, où les gens font la queue ou dorment devant la boutique pour l'acheter le matin à l'aube, mais c'est. Hein. Ouais, il y a une avant-première, on a vu vendredi soir là. Ouais. La présentation. Au Muba. Au Muba. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire vite fait. Je rappelle vite fait les 4 œuvres de la Fédération anarchiste, les 25 et notre camarade Laurent va se ramener. Alors, les éditions du Monde Libertaire. Qui justement a publié un livre il y a quelque temps déjà, Radio Libertaire, la voix 100 mètres, une radio anarchiste sur la bande FM, pour l'interrogation, le parti aurait pu sembler une gageure, le pari, pardon, pas le parti. Et pourtant, le 1er septembre 1981, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, faisait pour la première fois entendre sa voix sur Paris et la proche banlieue. Fidèle à ses engagements d'origine, Radio Libertaire n'a jamais cessé depuis de se battre pour la liberté des ondes, revendiquant son autonomie vis-à-vis de l'État et refusant de verser dans le système des radios commerciales et des radios fric, et on pourrait dire aussi des radios politiques, parce que tout ça c'est mélangé. Hein. C'est lissé, les informations, là vous ne risquez pas d'avoir des... Ouais, c'est vraiment du racolage pourri, enfin bref. Et à l'origine il était à 13 € et vous pouvez l'avoir maintenant parce que c'est des choses hors collection qui sont en déstockage à 5 €. Alors, je vous rappelle l'histoire en fait de Radio Libertaire, de sa création, etc. Le Monde Libertaire, c'est le magazine de la Fédération anarchiste qui paraît toutes les semaines en dépôt de presse à la librairie Pableco, voilà, avec un abonnement de soutien, parce que c'est important pour un magazine. Et puis vous pouvez trouver 2 dérivés de ce prestigieux magazine, plutôt hebdo, c'est-à-dire comment ça s'appelle, mince, j'oublie tout le temps, le numéro spécial, là, le hors-série, et puis un numéro gratos, un hebdomadaire, voilà, qui sont en dépôt de presse aussi à la librairie Publico. Et puis la librairie Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, qui bat de l'aile, mais vraiment, vous avez vu ces images de cormorans dans le mazout, hein, imaginez que c'est la librairie Publico, voilà, ça vous fait le même effet, ça vous tordra les boyaux comme ça nous les tord à nous, et si vous voulez la soutenir, cette librairie mythique, quand même, 60 ans d'existence, on revient qu'elle a jusqu'à 100, hein, pour pouvoir fêter son anniversaire, eh bien, vous allez à la librairie Publico en masse, et tous les jours, pas seulement une fois de temps en temps, là, quand ça vous prend, hein, ou que ça vous gratte, voilà. Vous y allez, vous achetez des bouquins, vous papotez avec notre permanent chéri Laurent, qui est une mémoire de la Fédération anarchiste et de la librairie Publico, incontournable, et vous souscrivez, vous refilez du pognon, la carte, non. Oui. Pour Radio Libertaire, la carte d'auditeur, c'est après. Dans la souscription, vous pouvez verser du pognon à toutes ces œuvres, elles en ont besoin. Hein. Une partie de la maigre retraite de Robert est versée
aux œuvres de l'AFA. Ouais, et puis... Alors bougez-vous, merde. Et une grosse partie de la fortune de Jean aussi, d'ailleurs. Bon, on fait selon nos moyens, mon Jean, hein. Bah ouais. Le but, c'est de partager. Voilà, c'est ça. Le peu qu'on a. Le peu qu'on a. Ou le beaucoup. Ou le surplus, ça dépend. Voilà, et puis Radio Libertaire, ceux qui vous écoutez en ce moment, ils sont qui est notre radio. Vous pouvez prendre une carte d'abonné, une carte de soutien, une carte d'auditeur, 20 €, Livret Républico. Et là, vous œuvrez, et puis vous pouvez aussi adhérer à l'association des Amis de Radio Libertaire, et vous pouvez souscrire pour 5 € par mois minimum pour les faucher. Et puis, si vous ne pouvez pas, tout ça, c'est pour les gens qui peuvent, hein. Ceux qui peuvent pas, qui fassent pas de complexe, qui fassent pas de crise de boutons, d'urticaire ou je sais pas quoi, d'eczéma, hein, non. C'est pour les gens qui peuvent. Ceux qui peuvent pas, on les aime autant, sinon plus, que ceux qui peuvent. Salut! Pas très juste. Salut à tous. Je termine avec une annonce pour la librairie Publico. Donc, samedi 30 novembre à 16h30, avec l'émission Sortir du colonialisme de Radio Libertaire. Donc, une projection débat, 17 octobre 1961, l'ordre français, qui sera précédée de l'interview d'Akli Yahaten. Donc, entrée gratuite et libre comme d'habitude. Voilà. Et vous êtes toujours, évidemment, vous allez nous quitter, Radio Libertaire, mais tout de suite après, Laurent va se ramener pour des musiques... je vous dis pas. Voilà. Donc au revoir, à la semaine prochaine. Moi je termine avec une chanson de Flo, Les Sens en usure.